Good Morning Business, le débrief de la matinale. Et à 8h38, on va donc débriefer cette matinale une nouvelle fois riche en actualités économiques. Je suis entouré de Bernard Cohen-Haddad, d'Hervé Gouletker et de Franck Rosenthal. On va commencer par parler du chiffre des défaillances d'entreprises. On a voulu y voir un verre à moitié vide, à moitié plein ce matin. On va voir ça avec vous, Raphaël Couder. Mais c'est quand même de fait un record depuis 10 ans au premier trimestre. Absolument. 17 000 ouvertures de procédures sur les 3 premiers mois de l'année. Altares n'avait pas observé un tel niveau de défaillance depuis le premier trimestre 2015. Sur 12 mois glissant, la barre symbolique des 60 000 défauts a même été franchie dès le mois de février. Mais paradoxalement, malgré ces mauvais chiffres en apparence, de premiers signaux d'accalmie émergent. Si on regarde la dynamique, cette augmentation du nombre de défaillances reste soutenue, plus 19% donc sur un an au premier trimestre 2024, mais c'est la moins forte progression depuis 2 ans. Altares note par ailleurs que les très jeunes entreprises résistent un peu mieux avec un nombre de défaillances en augmentation de seulement 6%. Plusieurs activités repassent même carrément dans le vert avec moins de procédures qu'il y a un an dans la restauration ou dans le service à la personne par exemple. Résultat, sur l'ensemble de l'année 2024, Altares anticipe une hausse totale des défaillances de l'ordre de 10%. On serait proche des 64 000 procédures. Un nombre élevé, mais pas non plus un mur de faillite. Alors, effectivement, on va prendre le grand angle avec vous, Hervé Gouletker. Est-ce que ce pic de défaillance, plus 19% encore au premier trimestre, est alarmant ? En fait, il y a quand même une question de mesure dans cette histoire, parce que la façon de mesurer, c'est... Alors, Altares, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais disons la Banque de France ou l'INSEE, ils prennent les chiffres sur 12 mois, donc ils cumulent sur 12 mois, et on est autour de 60 000, un peu moins, et on regarde sur les 12 mois précédents. Or, il y a eu plein de bouleversements avec les chocs, avec le quoi qu'il en coûte. Et finalement, en 2023, l'année dernière, on est revenu à l'étiage moyen qu'on avait entre 2010 et 2019. Je pense que le message principal est là. Si on regarde les 3 premiers mois de l'année, par rapport à l'année dernière, c'est même un tout petit peu mieux. Donc vous voyez vraiment le vide plutôt à moitié plein. Donc en fait, on a une normalisation pour le moment. Ouais. Je crois que c'est ce qu'on peut dire avec... Et là, je pense que c'est très classique, c'est les micro-entreprises qui payent le plus lourd tribut à ces défaillances. Par secteur, bon, qu'est-ce que l'on voit ? On voit que les gros bataillons sont un peu toujours les mêmes. C'est le commerce d'une part, c'est la construction de l'autre. Donc pour le moment, normalisation, assurément oui. Plus que ça, on va le voir, ça va dépendre de la croissance économique, ça va dépendre du niveau de taux d'intérêt. Et c'est vrai que sur ces 2 dossiers, une certaine prudence s'impose, mais pour le moment, sonner le tocsin, c'est sans doute aller un peu loin. Alors peut-être quand même que Bernard Cohen-Haddad, qui s'occupe de la CPME pour l'Île-de-France, va être un peu plus pessimiste que vous, parce que quand on regarde vos chiffres, mais il n'y a pas que les micro-entreprises. Oui. Sur les PME de 50 à 200 salariés, plus 58% quand même. Oui, c'est la nouveauté de l'alerte d'Altares, qui est un très bon baromètre d'ailleurs, il faut quand même le reconnaître. Cette nouveauté, c'est qu'avant, c'était les moins de 10 qui payaient et les moins de 10 des moins de 3 ans. C'était l'hécatombe sur ce type d'activité et sur ce type de structure aujourd'hui, ce qui est un peu préoccupant, même s'il faut être prudent sur le trimestre, parce qu'une analyse, elle porte sur 12 mois. En comparaison, ça a été très bien dit, sur les 12 mois précédents. Mais ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est qu'on attaque le segment de difficulté pour les entreprises de plus de 50, c'est-à-dire le segment qui embauche le plus de collaborateurs, qui a une plus grande activité économique, qui a plus un impact aussi sur le territoire, et ça c'est nouveau, et c'est là-dessous il faut être extrêmement vigilant. C'est l'effet de la fin du quoi qu'il en coûte, c'est aussi les crises à répétition. Les PGE à rembourser. Les PGE à rembourser, et bien entendu, j'y insiste lourdement, les baux commerciaux, les baux professionnels, et le prix, bien entendu, de l'électricité pour de la production, parce que beaucoup de ces entreprises sont des entreprises de production. Alors, vous parliez des baux commerciaux. On peut faire un petit coup de projecteur aussi sur le secteur du retail et du commerce, Franck Rosenthal, parce qu'on a beaucoup de difficultés, de faillites emblématiques dans ce secteur-là. Est-ce qu'il y a on avait le patron de Fnac Darty, son chiffre d'affaires l'an dernier, il a progressé de 0,9.
C'est pas énorme quand même. Non, c'est pas énorme. Bon, alors après, ils sont, eux, sur des marchés qui ne sont pas des marchés inflationnistes. Donc ça compte aussi quand on a eu 2 années de très forte inflation. Ouais. Quand vous regardez la progression des distributeurs alimentaires et quand vous regardez la progression d'un distributeur spécialisé comme Fnac Darty, évidemment, il faut regarder ça en fonction de leur marché et de l'inflation. Ouais, mais effectivement, c'est pas beaucoup. Et effectivement, il y a quand même un sujet de consommation. On pourrait dire mieux consommer, mais on pourrait dire d'abord consommer, parce qu'il y a une grande partie des Français, on le voit sur l'alimentaire, qui sont plus qu'en substitution de leur comportement de consommation, mais qui sont en déconsommation, c'est-à-dire qu'ils sautent des repas, qui achètent moins de produits. Et donc, ce qu'on avait vu il y a quelques mois avec, par exemple, la baisse des volumes dans la grande distribution, ce qui était étonnant, on se disait les gens mangent moins. Pas seulement moins bien, mais moins aussi, ça se confirme ? Oui, alors il faut dire une chose qu'on ne dit pas assez, et ça va dans le sens de la consommation responsable, c'est qu'il y a une baisse très forte en France du gaspillage alimentaire, qui était de l'ordre de 25 à 30%. Ça, c'est une bonne chose. Et donc, c'est une très bonne chose. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut le signaler, parce que ça veut dire que le comportement des Français, il a changé, et que c'est une bonne nouvelle pour tous les acteurs économiques. Ensuite, effectivement, il y a une consommation qui est assez préoccupante, notamment sur l'alimentaire. Alors, l'alimentaire, c'est le baromètre. C'est que 15% des dépenses des budgets des Français, mais c'est le baromètre. Et il y a un certain nombre de gens qui sont pas en situation de consommer mieux, mais en situation de consommer. Et donc ça, c'est important, parce que consommer mieux, y a plein de gens qui n'ont pas accès aujourd'hui à la consommation, et de plus en plus, en fait, et c'est pas marginal. C'est intéressant parce que c'est la transition toute trouvée vers notre deuxième sujet, c'est comment on va consommer demain. On était avec évidemment Enrique Martinez, le patron de Fnac Darty, qui sort un livre, et si on consommait mieux, ça veut dire quoi, consommer dans la sobriété? On lui a posé la question, écoutez sa réponse. Dans les fonds, ce qui intéresse, c'est est-ce que les clients utilisent des produits qu'ils nous distribuent de la meilleure forme, pas simplement d'être un passeur. Notre bonheur n'est pas mesuré en volume, en mètre cubique des produits vendus. Je pense que la profitabilité du groupe de demain se fera beaucoup sur notre capacité d'accompagner ce mouvement. Je pense que les constats aujourd'hui est clair. Les clients, ils cherchent du sens. Ils cherchent l'usage plus que la propriété. Et un groupe comme le nôtre, il doit être les fers de lance de cette transition. Ça, c'est un sacré pari quand même, parce que je ne sais pas si son actionnaire, notamment Daniel Kretinsky, il est d'accord pour avoir moins de chiffre d'affaires, peut-être des marges plus réduites, parce que c'est un engagement pour un patron de la grande distribution, de la grande consommation, c'est quand même un paradoxe. Il dit qu'il faut qu'on consomme moins, il faut qu'on consomme mieux. Alors, il a sans doute raison, d'un point de vue philosophique, mais d'un point de vue business, Franck. Moi, je suis partagé, parce que d'un côté, effectivement, et il le rappelle dans son livre, il y a énormément à faire sur le plan de l'environnement, sur le plan de l'écologie. Il y a beaucoup de choses à faire, et les distributeurs doivent montrer l'exemple, et donc il a raison sur ce plan-là. Fnac Darty est d'ailleurs assez exemplaire. On va citer un des exemples qui a été cité par Enrique Martinez, qui est sur la réparation. Aujourd'hui, ça progresse de 30%. Ils ont réparé le site. 2,5 millions d'objets réparés. Voilà. En 3,5 millions il y a 2 ans. Voilà. Mais si on regarde, j'ai fait l'exercice ce matin, c'est 1,5% du chiffre d'affaires de Fnac Darty. Donc, ça dépend comment on regarde. C'est-à-dire, si vous regardez par rapport au chiffre d'affaires, vous dites que c'est marginal, et même si ça triple dans les 3 ans qui viennent, pour répondre à votre question, on va être à 5%, et donc c'est pas énorme pour l'actionnaire par rapport au chiffre d'affaires. Et en même temps, il faut développer ça, en fait. Voilà. Donc je suis toujours partagé par ça, sachant qu'il faut aussi stimuler le commerce. Et ça, je pense qu'on oublie de dire ça. Et le rôle aujourd'hui des grands patrons du commerce, c'est de stimuler le commerce. On a besoin de ça en France. C'est un des piliers fondamentaux de l'économie. Aux États-Unis, on se pose pas de questions sur le développement durable. Par contre, on stimule le commerce. Mais c'est ça. Ce que j'allais dire, Hervé Goulet-Kerr, sur le plan macro. Ces discours, ils sont tout à fait responsables, tout à fait louables, mais est-ce que ça tient la route quand on voit l'écart, par exemple, de consommation entre l'Amérique et l'Europe aujourd'hui? Tout le monde a envie d'être... D'ailleurs, franchement, je peux le dire, pendant la pub, Enrique Martinez, il me disait, j'aimerais bien être aux États-Unis et avoir la croissance de l'économie américaine. Plein de paradoxes. Oui, je pense que il faut quand même pas se cacher derrière son petit doigt. Sur la consommation, demain, elle pèsera moins dans l'économie, dans le produit intérieur brut, qu'elle ne pèse aujourd'hui. C'est sûr, ça ? Écoutez, on a des enjeux d'investissement, ne serait-ce qu'au titre de la transition énergétique, mais aussi au titre du digital, aussi au
titre de la défense, on va investir plus demain. Alors on peut dire, on va avoir une accélération de la croissance qui fait que tout va pouvoir monter, mais même si tout montait, ça monterait moins vite du côté de la consommation que de l'investissement. Ah oui, et si on se dit de façon un peu pessimiste que la croissance, elle ne va pas accélérer tant que ça, pour des tas d'autres raisons, eh bien, si on a plus d'investissement, on aura moins de consommation. Donc, en fait, qu'on ait un débat sur un peu l'éthique de la consommation, dans le contexte que l'on a aujourd'hui, ça me semble une bonne chose, parce qu'il faut mieux qu'il y ait acceptation, parce que demain, la consommation sera moins un moteur de l'économie. Alors, ça vaut beaucoup pour les Américains, mais ça vaut aussi pour les Européens. On va parler on va être très concret avec vous, Bernard Cohen-Haddad, parce que pour une PME, ce discours sur une croissance mesurée, une consommation responsable, quand on est une PME, ce qu'on veut, c'est d'abord croître, parce que c'est la seule manière aussi de survivre, en fait. Hein. Mais Christophe, vous avez raison, mais le mouvement de fond de la RSE, il date de 15 ans. Michelin a été un des premiers à lancer ce débat. Aujourd'hui, on est avec un entrepreneur très engagé sur ces questions. C'est ce que j'allais dire, un entrepreneur emblématique qui avait du sens. On n'était pas uniquement dans la vente, on était dans la production, avec une traçabilité des produits, une ergonomie sur les chaînes. Donc comme quoi, il y a des modèles vertueux qui fonctionnent. Hein. Oui, c'est ce qu'on appelle maintenant les entreprises à mission, les entreprises à impact qui ont un effet sur l'environnement. Et moi, je suis le promoteur d'une économie plus responsable, plus durable, plus humaine. J'étais rapporteur de l'économie circulaire, de la stratégie en Île-de-France. Donc tout ça fait partie de nos préoccupations, mais je partage ce qui a été dit à l'instant sur Ensemble, c'est que mieux consommer, ce n'est pas moins consommer. Je vous rappelle la campagne entre guillemets scandaleuse de l'ADEME en novembre dernier, où on nous disait qu'il fallait plus rien acheter. On a besoin de liberté. Déjà, on peut plus circuler en SUV dans Paris. Imaginez demain. Non, mais c'est une réalité de tous les jours. On a besoin de liberté, de se faire plaisir. Et puis, le consommateur est devenu un consomme-acteur. C'est que lui-même dit ce qu'il veut acheter ou ne pas acheter. On va parler de ce qui nous attend aujourd'hui, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde. On se tourne tous vers elle d'abord parce qu'il y a une déconnexion, une décorrélation entre les États-Unis et l'Europe. Il est peut-être temps, Aude Kersulek, on vous retrouve à Euronext, il est peut-être temps quand même que la BCE baisse les taux. Est-ce que ça peut être tout de suite, maintenant, tout à l'heure, Aude ? C'est vrai que Christine Lagarde ne s'y était pas engagée formellement au mois de mars, mais c'était un gros indice qu'elle avait donné quand elle avait dit qu'on aurait des données supplémentaires un petit peu en avril, mais beaucoup plus au mois de juin. Alors ce qui est vrai, c'est que de plus en plus, on a un petit groupe de pays qui font du lobbying pour une baisse prochaine, les Italiens, mais aussi la France avec François Villeroy de Gallo, pour qui il importe de baisser les taux au printemps. Et le mois de juin serait en fait plus acceptable pour les pays les plus durs, les Allemands, les Autrichiens, donc c'est un compromis. Ce qui est sûr, c'est que la BCE n'a pas de raison de ne pas baisser ses taux. On est en Europe dans une situation très différente des États-Unis. La trajectoire de désinflation est là. On est à 2,4% sur un an au mois de mars. C'est 2,5%, c'est même un petit peu au-dessus de la prévision de l'institution pour toute l'année 2024, mais juste un dixième au-dessus. La croissance est molle. Et ce qui est sûr, c'est que maintenant, l'Europe agira avant la réserve fédérale au mois de juin. Et la pression s'est un peu abaissée parce que finalement, ce ne serait pas la première des banques centrales à le faire, puisqu'il y a eu la Suisse il y a quelques semaines. Merci Aude. Alors, on a un faucon autour de la table. C'est Hervé Goulet-Kerr qui n'est pas complètement convaincu que c'est le bon moment et que l'inflation est terrassée. Oui. Alors, si on regarde l'activité, si on regarde le niveau de dette en zone euro, on prie tous pour qu'on ait des taux d'intérêt plus bas. Vous avez vu que le gouvernement français, il compte sur une baisse de taux pour gagner 2 milliards dans le budget, déjà. C'est logique. Le point, c'est que le mandat de la BCE, c'est l'inflation. Alors, on peut mettre en avant le 2,4%, qui est le chiffre de mars, en disant, vous voyez, on s'approche. Mais il faut qu'on épluche un peu le chiffre. C'est du salaire, c'est de la productivité, c'est des prix à l'importation, et puis c'est des effets de marge, en considérant qu'il n'y a pas vraiment de pression du côté de la demande, parce que la croissance y est très faible. Les salaires, on est à plus 3,7%, significativement au-dessus de 2%. La productivité, elle est en carafe. Elle est en carafe. Peut-être qu'elle s'améliorera, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui sauve aujourd'hui les prix,
en fait, on devrait plutôt être entre 4 et 5 si on prenait productivité et salaire. C'est la baisse des prix à l'importation et c'est sans doute, on est moins clair là-dessus. C'est en train de changer avec le pétrole, vous avez vu, qui remonte. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on peut extrapoler sur les prix à l'importation? Peut-être pas aussi bien que ce qu'on a connu par le passé. Et si on baisse avant les Américains, qu'est-ce que ça va donner sur l'euro et donc par effet de ricochet sur les prix à l'importation? Normalement, ça devrait faire baisser la parité et donc renchérir le coût de nos importations. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'on attend toujours, c'est que les salaires ralentissent plus significativement et, divine surprise, que la productivité soit meilleure. Bon, tout ça, on l'espère, mais si on est comme Saint-Thomas, on aimerait pouvoir toucher et pour le moment, on ne touche pas. Bon, Bernard Cohen-Haddad, vous êtes dans les faucons ou dans les colombes? Moi, je suis entre les deux. Je suis un observateur et surtout, je suis une victime, si je puis me permettre, en tant qu'entrepreneur. Mais au-delà des chiffres et des politiques des banques centrales, c'est un symbole. C'est un symbole, cette façon de juguler les taux, c'est un signal qu'on donne aussi aux entreprises et aux consommateurs, et puis c'est un signal d'ambiance, de confiance, c'est ça que nous attendons. Et ce que disait aussi Franck, c'est un signal aussi peut-être pour décoincer un peu les comportements de consommation, ça pourra redonner envie sur l'immobilier, sur plein de choses. Par exemple, le marché de l'immobilier, évidemment, il en a besoin et le plus vite possible, quoi, en fait. Voilà, donc plus ça pourra intervenir vite, moi je regarde juste, je suis pas spécialiste comme vous, mais je trouve que ça a été très très vite pour augmenter les taux. Il y a eu une dizaine de périodes d'augmentation de taux successifs. Et par contre, dès que l'inflation ralentit, même si j'entends les nuances que vous portez là-dessus, je trouve que ça va beaucoup moins vite. C'est toujours plus dur de faire rentrer, vous savez, le dentifrice dans le tube que de le faire sortir. Merci à tous les trois.